Bonjour et bienvenue chez Général Paranormal. Aujourd'hui, nous allons évoquer le célèbre mystère du Triangle des Bermudes. Accrochez-vous bien, car il s'agit d'une énigme vieille d'environ 500 ans qui dépasse l'entendement et intrigue encore des générations entières. En décembre 1945, un escadron de la US Navy disparaît au large des côtes de Floride. En mars 1918, un immense cargo de la marine américaine en route vers Baltimore s'évanouit sans laisser la moindre trace. Avec les années, de nombreux autres navires et avions se volatiliseront dans cette partie de l'Atlantique, une zone d'environ 750 000 km², longtemps entourée de mystères, de légendes et de craintes. Le Triangle des Bermudes. Pendant des siècles, il a servi de refuge aux flottes de l'Atlantique. Pourtant, les eaux de l'archipel peuvent se révéler un véritable piège mortel. Les Bermudes semblent paradisiaques, mais elles représentent une menace pour les marins qui ne connaissent pas bien la région. Encore aujourd'hui, le simple fait d'évoquer leur nom suffit à inspirer la crainte. De nombreux marins ont d'ailleurs rebaptisé l'archipel l'île des démons. Le paradoxe de ce lieu idyllique, c'est qu'il a été pendant près de 300 ans un véritable cimetière de bateaux. Pourquoi tant de navires se sont-ils échoués dans ces eaux si claires et cristallines, pourtant si proches des côtes? Pour mieux comprendre, il faut remonter aux premières lueurs de l'énigme, lors de la traversée de l'Atlantique par Christophe Colomb en l'an 1492. Pendant sa traversée de l'Atlantique, l'air était froid, chargé de sel et d'humidité. Le navire de Christophe Colomb, la Santa Maria, fendait l'océan, ses voiles tendues par un vent discret mais constant. Les marins, fatigués, se relayaient sur le pont et dans les hamacs suspendus. Colomb marchait lentement, observant l'horizon. Il avait vu des tempêtes, des courants impétueux, mais ce voyage le mettait face à quelque chose de nouveau. L'immensité de l'océan et l'inconnu absolu. « Capitaine, dit un matelot, la voix tremblante, je crois que j'ai vu quelque chose. »« Quoi donc ?» demanda Colomb en fronçant les sourcils. Une lumière vacillait au loin, au-dessus de l'eau, comme une flamme flottante. Elle montait, descendait, disparaissait puis réapparaissait plus loin. Les hommes chuchotaient entre eux, inquiets. La boussole, d'ordinaire stable, trembla imperceptiblement. Colomb, le journal ouvert, nota. Une lumière étrange apparaît sur la mer. L'aiguille de la boussole tremble. Le ciel est clair, mais mon cœur doute. Il n'avait pas peur, mais il comprit que cette mer possédait ses propres règles, qu'il ne maîtrisait pas encore. Ces hommes frissonnaient, et l'océan semblait les observer. La nuit des murmures. La nuit tomba rapidement. Le vent se calma, laissant place à un silence oppressant. Les étoiles brillaient, mais certaines semblaient vaciller, comme des lanternes au loin. Certains marins racontaient qu'ils entendaient des murmures dans le vent, des voix de disparus, ou simplement l'écho de leur imagination. « Capitaine, chuchota un autre, la mer, elle n'est pas normale ce soir. » Colomb sourit faiblement, même s'il sentait son cœur se serrer. « La mer a toujours ses secrets. Il nous faudra les respecter. » La lumière disparut, emportée par la brume. Le mystère demeurait, imperceptible pour les hommes, mais inscrit dans le journal, prêt à traverser les siècles. Les premiers signes de la légende. Les semaines suivantes, l'équipage se concentra sur la navigation, mais les anomalies continuèrent. Des courants imprévus, des vents contraires, et des nuits où la mer semblait se calmer avant de se déchaîner sans avertissement. Christophe Colomb comprit qu'il était dans une région où le nord magnétique différait légèrement du nord réel. Pour ces hommes, c'était un présage inquiétant. Pour l'histoire, c'était le premier chapitre du futur mythe. La mer qui semble défier toute logique, une zone où la navigation n'est jamais totalement sûre, même sous un ciel calme. Le frisson de l'inconnu. Un soir, Colomb se tenait seul sur le pont. La mer était lisse, presque noire, reflétant seulement la lune. Il pensa aux rumeurs des autochtones, des eaux qui avalent les pirogues, des tempêtes soudaines, des courants invisibles. Il nota dans son journal. L'homme n'est qu'un passager sur ces eaux. La mer décide de tout. Et il savait, sans le dire à personne, que cette traversée marquerait non seulement la découverte d'un nouveau monde, mais aussi l'entrée dans un lieu que l'histoire finirait par appeler le Triangle des Bermudes. La mer capricieuse, récit du XVIe et du XIXe. Les vents du destin. Le XVIe siècle était une époque où chaque voyage transatlantique était une aventure dangereuse. Les navires en bois, lourds et fragiles, affrontaient des mers que personne ne pouvait prédire. Un matin d'avril, le capitaine espagnol Hernando de la Vega scrutait l'horizon depuis le pont de sa caravelle. Les vents étaient contraires, et les voiles grinçaient sous la tension. La boussole oscillait sans raison apparente.
Capitaine, dit un marin, je n'ai jamais vu le nord s'éloigner ainsi. Cela fait partie de la mer, répondit le capitaine. Respectez-la, et elle vous laissera passer. Ignorez-la, et elle vous engloutira. Les hommes frissonnaient, non seulement du froid et du vent, mais aussi de la peur de l'invisible. Chaque vague semblait plus haute, chaque rafale plus forte. La mer semblait respirer, observer, et parfois punir. Les récits des marins étaient souvent effacés par le temps. Un navire hollandais, chargé de soie et d'épices, disparut un soir de tempête au large des Bermudes. Les survivants, très peu nombreux, racontèrent que la mer les avait littéralement avalés. Une vague immense est tombée sur nous, et tout a disparu en un instant. Nous n'avons pas crié, nous n'avons rien vu, rien que le noir. Des dizaines d'autres récits, en provenance d'Angleterre, d'Espagne et des colonies américaines, racontaient la même chose, des navires coulés en pleine mer, parfois sans tempête, parfois après des bourrasques soudaines. La carte maritime se remplissait de croix noires, mais aucune ne formait encore le fameux triangle. C'était simplement une mer dangereuse, capricieuse et redoutée par tous. Les marins parlaient souvent des nuits où tout semblait se figer. L'océan devenait miroir, reflétant les étoiles et les nuages d'une manière étrange, presque surnaturelle. Certains juraient avoir vu des lumières mouvantes sur l'eau, comme des feux follets ou des lanternes fantômes. La mer nous parle, murmura un vieux matelot anglais à ses compagnons, si tu écoutes bien, tu peux entendre ses secrets. Ce sont des histoires pour faire peur aux novices, répondit le jeune mousse. Mais la nuit suivante, lorsque la boussole de leur navire trembla sans raison et que le vent changea de direction en un instant, même le plus sceptique devait admettre que la mer n'était pas tout à fait naturelle. Bien plus tard, un soir d'automne, un navire français naviguait au large de Porto Rico. La mer était calme au départ, mais soudain, un vent violent se leva. Les nuages noirs s'amoncelaient, et l'orage éclata en quelques minutes, plus puissant que tout ce que les marins avaient connu. Les vagues atteignaient la hauteur d'un immeuble. Les marins hurlaient, agrippés au cordage, tandis que le capitaine luttait pour maintenir le navire à flot. En quelques minutes, nous avons été engloutis par une mer que nous pensions connaître, raconta le second après la tempête. Nous avons perdu 2 hommes et des tonnes de marchandises. Tout est parti en un instant. La mer n'a aucune pitié. Ces tempêtes éclairs, si fréquentes dans la région, ajoutaient à la réputation de danger extrême du triangle. Les marins comprenaient que la mer pouvait changer de visage en un instant, passant de la quiétude à la furie. Les légendes naissantes. Malgré ces dangers, certains marins restaient fascinés. Ils racontaient des histoires de lumière dans la nuit, de brouillards soudains, de sons étranges, comme si l'océan lui-même communiquait avec eux. Parfois, au milieu de la nuit, j'entends des chants, je ne sais pas d'où ils viennent, confia un capitaine anglais dans son journal. D'autres fois, la mer s'éclaire sous mes pieds, comme si elle cherchait à me guider ou à me punir. Ces récits, transmis de génération en génération, préparèrent le terrain pour le mythe moderne. Le triangle n'était pas encore nommé, mais il commençait à exister dans l'imaginaire des marins, un lieu où la mer pouvait être aussi mystérieuse que dangereuse. À la fin du XIXe siècle, les cartes maritimes étaient plus précises, mais la mer demeurait imprévisible. Les expériences des siècles précédents avaient appris aux marins à respecter les courants, à ne jamais sous-estimer le vent, et à se méfier des nuits où tout semble calme avant que le chaos ne surgisse. La mer n'est pas votre ennemi, disait un vieux capitaine. Mais elle n'est l'amie de personne. Elle vous permet de passer, ou elle vous avale. Ainsi, le triangle des Bermudes existait déjà dans les récits des hommes, dans leur peur et leur fascination, bien avant qu'un journaliste ou un écrivain ne trace les premières lignes sur une carte. Le géant de l'Atlantique. Le 16 mars 1918, le USS Cyclope, un navire charbonnier long de 165 mètres, quittait le port de Baltimore. À son bord, 309 hommes, des officiers disciplinés et des marins habitués aux longues traversées. Le ciel était clair, l'air doux et la mer relativement calme. Le capitaine George W. Worley, un homme expérimenté, scrutait l'horizon. Il connaissait la réputation de la mer au large des Bermudes, mais il ne se doutait pas que ce voyage entrerait dans la légende. « Tout semble en ordre, dit-il à son second. Rien à signaler, capitaine. La mer est clémente aujourd'hui. » Le Cyclope avançait majestueusement, son immense coque fendant les vagues comme un monstre d'acier. Les marins parlaient peu, conscients de l'importance de la discipline. Pourtant, une tension invisible flottait dans l'air. Même dans le calme, la mer semblait immense et impitoyable. La dernière transmission. Le 29 mars, le Cyclope naviguait dans les eaux calmes au large de la Barbade. Le capitaine envoya son dernier message radio. « Weather fair. All well.
C'était la dernière communication reçue du navire. Quelques heures plus tard, le Cyclope disparut. Pas d'appel de détresse, pas de débris, aucun témoin. À bord, les marins n'avaient rien vu d'anormal. Certains disent qu'ils ressentirent un frisson étrange, une sensation que quelque chose, invisible et puissant, scrutait le navire. Mais ce n'était que des murmures parmi l'équipage. Aucun ne survécut pour confirmer cette impression. Des semaines d'enquête suivirent. Les équipes envoyées pour chercher le Cyclope ne trouvaient rien. Ni corps, ni épave, ni cargaison. C'est comme si le navire avait été effacé de la surface de la mer, rapporta un officier de la marine. Les courants du Gulf Stream et les paliers abrupts du fond océanique rendaient toute recherche presque impossible. L'Atlantique, dans cette région, peut absorber un navire entier sans laisser de traces. J'ai navigué toute ma vie, confia un ancien marin, mais jamais je n'ai vu la mer se montrer aussi silencieuse après un drame. C'est un silence qui hante. Le Cyclope devint le symbole des disparitions mystérieuses du Triangle. Un navire moderne, solide, disparu sans laisser de traces. La légende commençait à s'écrire. Les autres disparitions du XXe siècle. Après le Cyclope, plusieurs autres navires disparurent dans la même zone. Chacun avait sa propre histoire, mais un élément les unissait. La mer, invisible et impassible, semblait tout effacer. Le Proteus, 1941. Un cargo chargé de bauxite disparaît sans laisser de traces. La Marine Sulphur Queen, 1963. Un navire transportant du soufre se volatilise avec 39 hommes à bord. Dans tous les cas, la science trouva des explications plausibles. Corrosion de la coque, explosion de gaz, erreur de navigation, tempête subite. Mais pour le public, chaque disparition renforçait le mystère. Chaque navire englouti laisse derrière lui une question. Comment un colosse d'acier peut-il disparaître sans trace dans une mer pourtant bien connue? Le souffle du mythe. Ces disparitions alimentaient la peur et la fascination. Les journaux titraient « Le triangle des Bermudes, un gouffre invisible ». Des récits exagérés circulaient parmi les marins, parlant de vagues monstrueuses, de lumières étranges dans la nuit, d'hommes entendus crier avant de disparaître. Même la marine, pourtant habituée aux tragédies maritimes, se montrait prudente. Les archives contiennent des rapports de navires ayant frôlé la zone et ressenti un malaise inexplicable. Instruments défaillants, vent changeant brusquement, brouillard soudain. Ainsi, le triangle commença à s'imposer comme une zone particulière, où la mer n'était plus seulement dangereuse. Elle devenait mystérieuse, presque vivante, capable d'engloutir hommes et machines sans laisser de traces. Le 5 décembre 1945, la base aéronavale de Fort Lauderdale s'éveillait sous un ciel gris et humide. 5 bombardiers TBM Avenger, chargés d'un entraînement de routine, se préparaient à décoller. Les pilotes étaient expérimentés, mais aucun n'avait traversé cette partie de l'Atlantique en hiver, où le temps peut changer en quelques minutes. Le lieutenant Charles Taylor, chef d'escadrille, fit le tour des appareils avec précision militaire. Chaque détail comptait, instruments de bord, carburant, radio. « Messieurs, dit-il à son équipe, vol de routine. Nous surveillons la météo, nous restons en formation serrée et nous restons calmes. »« Oui, lieutenant, » répondirent les pilotes. À 14h10, les moteurs rugirent et les avions s'élevèrent dans le ciel froid. Le vent était favorable, la mer lisse, et rien ne laissait présager la tragédie imminente. La mer devient confuse. Mais après quelques heures de vol, la formation survolait la zone approximative du triangle. Soudain, la mer en dessous sembla se transformer. Les vagues, auparavant calmes, s'agitaient en motifs inhabituels, comme si le Gulf Stream lui-même jouait avec les courants. Taylor consulta ses instruments. La boussole principale oscillait, et les coordonnées ne correspondaient plus à la carte. Tour de contrôle, radio Taylor. Nous ne savons plus où nous sommes, murmura-t-il. Répétez, répondit la base, inquiète. Nous ne savons plus où nous sommes, insista Taylor. Un silence s'installa dans le cockpit. Les pilotes échangèrent des regards inquiets. La mer en dessous semblait les absorber dans un vertige liquide, et le vent changea de direction sans prévenir. Les heures suivantes furent marquées par la confusion. Les pilotes tentaient de maintenir la formation, mais certains s'éloignaient, perdus dans la brume et la pluie. Les instruments continuaient de vaciller, et la radio grésilla sous l'intensité de l'orage qui s'était formé presque instantanément. « Lieutenant, dit un pilote, je crois que nous survolons les Bahamas, mais tout semble faux. » Taylor comprit qu'il s'était trompé. Il croyait être au-dessus des îles, mais il était encore au large de la Floride. Les erreurs de navigation s'accumulaient, et l'essence diminuait dangereusement. « Nous avons toujours cru que nous maîtrisions la mer et le ciel.
se souvenait plus tard un survivant d'autres missions dans la région, mais cette fois, la mer et le ciel avaient pris le dessus. La disparition. Vers 19h, les bombardiers étaient épuisés. Le carburant touchait à sa fin. Taylor prit la décision tragique. Quand nous n'aurons plus de carburant, nous descendrons tous ensemble. Les avions s'évanouirent dans la pluie et le brouillard. Aucun signe, aucun appel final, aucun morceau de métal n'atteignit jamais la côte. Peu après, un hydravion fut envoyé pour les rechercher. Quelques heures plus tard, il explosa dans les airs, vraisemblablement victime d'une fuite de carburant. La zone entière sembla engloutir la tragédie, silencieusement et complètement. La disparition du vol 19 fut la première à attirer l'attention du grand public. Les journaux et les radios parlèrent de la patrouille fantôme. Pour la première fois, le triangle des Bermudes fut présenté comme une zone où les avions et navires pouvaient disparaître sans explication. C'est un mystère, écrivit un journaliste de l'époque, et un mystère qui ne laisse aucune trace. Les familles pleuraient, les militaires restaient perplexes, et le public, fasciné, commençait à parler de phénomènes surnaturels. Vortex, ovni, force invisible. Le mythe aérien naît. La tragédie du vol 19 fit naître le concept même de « triangle des Bermudes ». Une zone où les lois normales de la navigation semblaient ne plus s'appliquer. Les récits exagérés se multiplièrent. Lumières étranges, instruments défaillants, guides perdus dans le ciel. Mauvais calcul de distance, de carburant ou de prévisions météorologiques. Ces enquêtes révélaient que la majorité des disparitions avaient des causes naturelles et explicables. Mais la presse, avide de mystère, préférait publier les récits les plus sensationnels. La fusion du mythe et du réel. Le mythe moderne du triangle des Bermudes naquit ainsi d'un mélange subtil entre faits vérifiables et récits exagérés. Les lecteurs ne se demandaient pas toujours ce qui était réel, mais plutôt ce qui était fascinant. L'homme a besoin de mystère, disait un océanographe. Même lorsque la science explique tout, le mythe continue de vivre parce qu'il parle à quelque chose de plus profond en nous. La légende était désormais mondiale. Le triangle n'était plus seulement une zone maritime dangereuse. Il était devenu un symbole de l'inconnu, un lieu où les lois normales de la nature semblaient parfois s'effacer. La science au secours de la raison, de 1975 à 2000. L'avènement des enquêtes scientifiques. Dans les années 1970, face à l'explosion médiatique du triangle, un groupe de scientifiques décida de séparer le mythe de la réalité. Océanographes, météorologues et historiens se penchèrent sur les cas, carte en main, rapport en main. Le docteur Richard Thompson, océanographe, expliquait. Il faut comprendre les courants, les tempêtes et les fonds marins. La mer ici est vaste, complexe, et peut effacer toute trace très rapidement. Avec l'aide des satellites, radars et ordinateurs, chaque disparition pouvait désormais être analysée avec précision. L'objectif n'était pas de détruire le mythe, mais de comprendre pourquoi ces événements se produisaient. Les vagues scélérates. Les chercheurs découvrirent rapidement un phénomène souvent méconnu, les vagues scélérates. Ces vagues, atteignant parfois 15 à 30 mètres, surgissent soudainement au milieu d'une mer calme. Une photo d'époque montre un navire minuscule au pied d'une colonne d'eau monstrueuse. Un navire moderne, solide, peut être submergé en quelques secondes, expliqua un océanographe. Les survivants parlent d'une mer qui semble vivante, d'un monstre soudain. Les vagues scélérates expliquaient beaucoup de disparitions de navires comme le Cyclope, le Proteux ou la Marine Sulphur Queen, mais la science n'explique pas la peur, l'inexplicable ressenti par les marins. Les erreurs de navigation. L'analyse du vol 19 et de nombreux autres incidents a révélé que des erreurs humaines, souvent combinées à une technologie imparfaite, étaient des facteurs majeurs. Cartes imprécises, confusion de coordonnées, repères visuels trompeurs. Tempête soudaine qui bouleverse la visibilité. Instrument qui dévie légèrement dans certaines conditions magnétiques, donnant l'impression que le nord est faux. Un pilote ou un capitaine peut se croire sur les Bahamas alors qu'il survole encore la Floride, expliquait un historien de l'aviation. Quelques kilomètres suffisent pour transformer un vol routinier en disparition dramatique. Les courants et les fonds marins. Le triangle des Bermudes est traversé par le Gulf Stream, un courant puissant capable de disperser rapidement des débris. Les cartes bathymétriques révélaient également des paliers abrupts dans le fond océanique. Des chutes soudaines de plusieurs milliers de mètres. Des canyons invisibles sous la surface. Des zones où les navires peuvent disparaître avant même d'être repérés. Même les plus puissants navires peuvent se retrouver hors de portée des radars en quelques minutes, expliquait un océanographe. La mer efface rapidement les traces. La synthèse scientifique.
En recoupant les données historiques, scientifiques et météorologiques, on peut expliquer la majorité des incidents. Tempêtes locales ou cyclones, parfois éclairs. Et vagues scélérates, phénomènes naturels très puissants. Courants rapides et fonds marins accidentés dispersant les épaves. Mais pour le public, la science n'avait pas le même pouvoir de fascination que le mystère. Même lorsqu'une disparition avait une explication logique, elle conservait une aura de légende. L'impact sur le mythe. La science permit de comprendre, mais pas d'effacer. Le triangle des Bermudes devint ainsi un mythe éclairé. Les disparitions avaient des causes naturelles ou humaines. La région n'était pas plus dangereuse qu'une autre mer à fort trafic. Mais l'imaginaire collectif, nourri par des siècles de récits et de disparitions spectaculaires, continuait à y projeter peur et fascination. Le triangle des Bermudes est un miroir, conclut un océanographe. Il reflète à la fois ce que nous savons et ce que nous craignons encore. Les disparitions récentes, mystères et technologies de 2000 à aujourd'hui. Le triangle à l'ère moderne. Au XXIe siècle, des milliers de navires et d'avions traversent quotidiennement le triangle des Bermudes. La zone est surveillée par satellites, radars, GPS, systèmes météo avancés et communication continue. Pourtant, malgré cette technologie, le mythe persiste. Même les pilotes expérimentés et les capitaines les plus prudents ressentent un frisson lorsqu'ils approchent de cette zone légendaire. On ne parle pas de peur, explique un capitaine de croisière, c'est plutôt un respect instinctif. Comme si l'océan lui-même se souvenait de ses secrets. Disparitions contemporaines. Même avec la technologie moderne, certaines disparitions intriguent. Star Tiger, 1948, et Star Ariel, 1949. Avions commerciaux disparus sans explication complète. Bien que précédents, ces cas sont souvent cités dans des analyses récentes pour souligner les anomalies dans la région. Navires modernes, cargos et bateaux de pêche ont connu des pertes soudaines, parfois attribuables à des tempêtes locales, à la fatigue de l'équipage ou à des erreurs de navigation. Ce qui a changé, c'est notre capacité à observer et comprendre. Mais l'océan garde sa grandeur, son imprévisibilité et son pouvoir de fascination. L'océan nous montre que nous sommes petits, même très petits, dit un marin. Et parfois, ce sentiment d'humilité est exactement ce dont nous avons besoin pour continuer à rêver. Ainsi, le triangle des Bermudes reste un miroir, un lieu où le réel et le mythe coexistent, où l'histoire et l'imaginaire se mêlent, et où chaque vague raconte une légende. Du XVIe siècle à aujourd'hui, le triangle des Bermudes a vu disparaître des navires, des avions et des vies. Il a inspiré les marins, effrayé les pilotes et fasciné des générations de lecteurs et de spectateurs. Mais ce n'est pas seulement une zone de disparition. C'est un symbole de l'inconnu, de la fragilité humaine face à la nature, et de la fascination pour ce que nous ne pouvons pas complètement comprendre. Chaque vague, chaque tempête, chaque variation d'instrument devient une page de l'histoire du triangle. Les légendes et les faits s'entrelacent dans ce vaste océan, rappelant à l'homme que, même à l'ère de la technologie, certains mystères continuent de vivre. Le triangle des Bermudes n'est pas seulement un lieu géographique. C'est un espace où le courage, la peur et l'imagination humaine se rencontrent, un miroir éternel de l'océan et de l'inconnu. Et voilà les amis. C'était notre tour d'horizon du célèbre triangle des Bermudes. Entre science, mystère et théorie folle, c'est maintenant à vous de vous faire votre propre avis. Merci d'avoir été avec nous, et n'oubliez pas, abonnez-vous à Général Paranormal pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.